C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin du magazine Politis et David Revaud-Dallon de la revue Hémicycle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et vos unes respectives, comme chaque semaine? Eh bien, en ce qui concerne l'hémicycle, c'est toujours les Jeux, puisque après les Jeux Olympiques, nous sommes en plein Paralympique, et des Jeux très politiques, puisque bien évidemment, le président, après avoir utilisé la séquence des Jeux Olympiques, utilise celle des Paralympiques pour ne pas nommer de Premier ministre, mais nous allons bien sûr en parler. Alors, je rappelle que c'est un trimestriel. Absolument. On a la même une depuis quelques mois. depuis quelques mois. Vous, en revanche? En revanche, une double couve. On rend hommage au grand avocat Henri Leclerc, Ouais. avocat des libertés. Et évidemment, on s'interroge sur la stratégie de Macron et peut-il diviser, fracturer la gauche? Alors justement, la semaine dernière, rappelez-vous, sur ce même plateau, nous disions que l'hypothèse d'une personnalité de droite s'éloignait au profit de Bernard Cazeneuve, de gauche. Et hier, c'était l'hypothèse Xavier Bertrand à droite qui revenait en force après avoir lancé l'idée d'une personnalité de la société civile, Thierry Baudet du CESE, Conseil économique, social et environnement. Donc, possibilité aussitôt évacuée. Mais hier, le RN avait déjà le doigt sur la gâchette de la motion de censure, si c'était Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve. Donc, on en est où désormais, après 12 jours de consultation? Écoutez, Emmanuel Macron, nous sommes aujourd'hui au 50e jour sans gouvernement, puisque celui-ci a démissionné il y a 50 jours précisément. Et on a l'impression, pour reprendre cette métaphore, que Emmanuel Macron il continue à jouer au casino et à la roulette. C'est un peu un pair passe et manque. Un jour Cazeneuve, j'en mise 3. Un jour Thierry Baudet, le président du Conseil économique et social, j'en mise 4. Le lendemain Xavier Bertrand, puis c'est Cazeneuve qui revient et à nouveau Bertrand. Voilà, c'est un ballet, une chorégraphie qui s'installe depuis plus de 15 jours, avec des berlines qui arrivent à l'Élysée, qui repartent, des noms qui fuitent dans la presse pour être immédiatement victimes de balles trappes. Le président veut donner l'impression qu'il est un arbitre, qu'il essaye de composer et de trouver la meilleure solution. On a surtout l'impression qu'il ne veut pas lâcher finalement le dernier pouvoir qui lui reste, c'est celui de la nomination du Premier ministre, puisque on le voit, une fois que un Premier ministre a installé à Matignon, il aura forcément beaucoup moins la main, puisqu'il n'a plus la majorité et qu'il sera dans une espèce de cohabitation. Il y a eu le terme de cohabitation ou cohabitation qui a circulé dans la presse ces derniers jours. On a l'impression que le président joue ses dernières cartes, puisque je reviens à la métaphore du casino. Après, c'est quand même pas terrible, et tout ceci donne surtout le sentiment d'un chef de l'État acculé, coincé et complètement bloqué. Oui, parce qu'il y a un blocage. De toute façon, si ça va pas sur sa gauche, ça va pas sur sa droite. Donc c'est un président dans l'impasse. Aujourd'hui, il peut sortir un nom du chapeau, c'est-à-dire que ce serait ni Cazeneuve ni Bertrand, mais un nom qui sort de nulle part. Il est un peu... c'est un peu la méthode Macron, c'est-à-dire qu'il surprend. Sa méthode, c'est surprendre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en est... Aujourd'hui, on n'est plus à surprendre, on en est à trouver un truc qui tienne debout. Oui, ça serait une bonne chose. Je trouve que plus ça va, plus il fait du mal à la fonction présidentielle, il fait du mal à la fonction de Premier ministre, parce que celui ou celle qui sera nommé Premier ministre, vous vous rendez compte de la fragilité avec laquelle il devra prendre ses fonctions. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a deux options en fait pour Emmanuel Macron. Il y a vraiment deux options. Il s'est dit vouloir être le garant de la stabilité. Donc son entêtement à réfléchir, à attendre pour nommer un Premier ministre, c'est en vue d'imposer une stabilité gouvernementale. Pour imposer une stabilité gouvernementale, il n'y a pas 36 options, il n'y en a que deux. Pour moi, et d'autant plus compte tenu de l'argument qui était le sien à ne pas vouloir nommer Lucie Castet, qui était de dire si elle est nommée, elle sera directement balayée par une censure. S'il nomme Xavier Bertrand, il sera balayé par une censure. Ça a été annoncé par l'extrême droite. La gauche, on a vu même les socialistes n'ont pas voté pour... le NFP votera évidemment pour la censure. Et si c'est un Cazeneuve, même la gauche pourrait voter la censure, l'extrême droite aussi. Donc je veux dire, les deux options qui sont aujourd'hui sur la table ne sont pas bonnes. Donc je dis, il y a deux options pour Emmanuel Macron. C'est de demander à ses députés... Et voter la censure sans même savoir ce que fera le Premier ministre. Mais parce qu'on sait ce qu'ils feront. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron, il n'a pas nommé la gauche. Cazeneuve pose des conditions sur les retraites, par exemple. Peut-être qu'il y aura certaines des conditions
conditions qui seront posées. Mais j'imagine mal que Emmanuel Macron accepte de nommer Cazeneuve avec l'argument qui consisterait à dire je viens uniquement si c'est pour défaire la réforme que vous avez tant voulu dans le quinquennat. Donc ça me paraît peu probable. Donc je disais, il y a deux options, je finis là-dessus parce qu'elles me paraissent être vraiment les deux seules options qui permettent la garantie de la stabilité. C'est demander à ses députés que le choix qui sera celui du président impose qu'il n'y ait pas de censure de son groupe. Et donc, il y a deux options. Soit il nomme un Ménard ou un Ciotti à Matignon, et ça fait plaisir au Rassemblement national qui ne pourrait pas voter la censure, et il demande à ses députés de ne pas voter la censure. Soit il nomme Castet ou quelqu'un du NFP, et il demande la même chose à ses parlementaires, c'est-à-dire de ne pas faire la censure. Donc, le choix repose sur deux tableaux. Soit il fait un pacte avec l'extrême droite, soit il fait un pacte avec la gauche. Et il n'y a pas d'autre option possible. Toutes les autres options, elles sont balayées dans les 40 jours, 50 jours par une censure. Enfin, vous imaginez si c'est Ciotti, là, le NFP va grimper au rideau. Sauf que si Macron demande à ses parlementaires, et inversement. ce qui est peu probable, mais s'il demande à ses parlementaires de ne s'abstenir ou en tout cas de ne pas voter la censure, vous avez la majorité, l'ex-majorité présidentielle plus l'extrême droite qui ne vote pas, il n'y aura pas de censure. Alors, il y a quand même un bémol à ce scénario de politique fiction qui est que la majorité, on l'a vu, enfin la majorité, l'ex-majorité, la minorité absolue macroniste aujourd'hui s'émancipe de plus en plus. On va parler du cas d'Édouard Philippe tout à l'heure, mais vous avez remarqué que beaucoup de députés qui étaient loyalistes, légitimistes à l'égard des présidents ne le sont plus aujourd'hui. Ils estiment qu'ils ne doivent leur réélection qu'à eux-mêmes, que le président a flingué la majorité, pardonnez-moi d'utiliser ce terme, et pas du tout certain qu'ils appliquent la consigne. Il y a quand même un autre scénario qui est celui que caresse le président, c'est-à-dire d'un bloc central élargi, avec d'un côté la droite républicaine, de l'autre côté les socialistes, agrémentés du fameux groupe Liot, les libertés, indépendants, territoires, qui a une sorte d'alliance un peu brinque-ballante et bricolée, mais qui permettrait, bon gré mal gré, d'atteindre les 289. Or, en réalité, ce scénario n'a pas plus de consistance, puisque pour l'instant, les socialistes ne souhaitent pas y arriver. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, en réalité, ça fait plusieurs semaines qu'on évacue les hypothèses après les avoir envisagées, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n'y a pas de majorité de quelque côté qu'on se tourne. Et puis juste très rapidement pour répondre à votre question, oui, Emmanuel Macron, bien sûr, il peut nous produire une surprise, c'est sa spécialité, la surprise du chef, la surprise du chef de l'État en l'occurrence, la plus grande étant bien sûr la dissolution que personne n'attendait et qui a mis tout l'édifice à bas. Simplement là, je crois qu'il avait utilisé une référence à un grand magicien, je ne sais plus si c'était Gérard Majax, voilà, là le magicien, il semble que le magicien de l'Élysée, il a plus de tour dans son sac et plus de lapin dans son chapeau. Alors, dans ce moment de confusion et d'impasse politique, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, mais il ne précise pas 2027. Alors, est-ce qu'il compte sur une démission d'Emmanuel Macron? Parce que c'est quand même très curieux d'annoncer ça en plein chaos institutionnel, en pleine crise de régime, puisque c'est le cas de ne plus pouvoir gouverner, puisqu'il y a un gouvernement démissionnaire qui ne fait rien. Est-ce que c'est une possibilité? Pourquoi il sort du bois à cet instant-là? Parce qu'il se prépare et qu'il a raison. Oui, ça, il a raison d'imaginer que tout est possible. Écoutez, franchement, si Emmanuel Macron nomme Xavier Bertrand aujourd'hui et que dans 40 jours il est balayé, il renommera un Premier ministre qui sera lui-même balayé ou elle-même balayée. Donc à un moment donné, il va y avoir un blocage et Emmanuel Macron va bien se rendre compte, s'il n'en est pas déjà conscient, qu'il est la source du blocage. Donc il a beau avoir dit lors de sa dernière allocution « Je ne démissionnerai pas, le vote des Français m'a engagé jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout », à un moment donné, cette question va se poser. Elle se posera d'ailleurs, y compris dans ses rangs. Donc effectivement, Édouard Philippe se prépare. Il se prépare, mais je trouve que là, ce qui ne va pas dans son interview, c'est qu'il nous explique qu'il fera du Macron bis. Il fera du Macron bis en plus fort, parce qu'il explique qu'il va faire des choses. J'aime bien l'utilisation du terme. Je ferai des choses. Un programme massif. C'est ce qui sera un programme massif. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, un programme massif. Exactement. S'il vise 2027, on ne sait pas quelle sera la situation de la France. Donc son programme massif, il n'a pas beaucoup de sens de lancer aujourd'hui. Maintenant, si effectivement il devait y avoir des élections présidentielles, c'est plutôt malin de sa part de se positionner et de dire voilà, je serai le recours. Sauf qu'il sera le recours en se présentant, même s'il ne le dit pas comme ça, en se présentant comme étant la suite logique d'Emmanuel Macron. Même s'il est parti, il postule à l'héritage macroniste pour la campagne présidentielle. Juste pour rebondir sur votre point sur la démission du président, je crois qu'évidemment l'hypothèse se pose. Elle se pose un peu partout, dans tous les rangs, sauf dans la tête du principal intéressé, qui à mon avis n'a pas du tout l'intention de démissionner en avance. Sur Édouard Philippe, on se pose quand même la question, pourquoi ce timing? On est quand même en train de chercher un Premier ministre, et notre discussion de tout à l'heure le montre, et ça fait un certain temps qu'on est sur ce point, et lui, il arrive en disant, voilà, moi je vais être président. Donc on se pose la question. Je rappelle quand même qu'en juillet, il nous avait expliqué que c'était un grand moment pour sa jeune formation politique, je cite, alors qu'en juillet, c'était plutôt un moment de bascule pour la France. En général, ça faisait un petit peu boutiquier, ou du moins petit entrepreneur politique.
politique. Donc oui, effectivement, vraie question de timing, vous avez raison, il essaye d'incarner l'héritier du macronisme, sachant qu'il y a quand même beaucoup de monde sur les rangs, à commencer par Gabriel Attal, et donc il essaye de jouer la rupture. Vous avez vu la première réponse à la première question, c'est très intéressant, il explique non seulement que la dissolution était une énorme erreur, à l'époque il l'avait déjà dit en expliquant que Macron avait tué ou dissous la majorité, mais là il remonte même dans le temps en expliquant que c'était une énorme erreur d'avoir démis Elisabeth Borne, installé Gabriel Attal. Voilà, il fait le procès un peu du macronisme. Il explique lui qu'il est un homme de droite. Il revient à sa famille d'origine, qu'il faut en faire gros sur les déficits publics, sur la sécurité, l'autorité. Mais enfin, on va quand même lui poser la question, mais que n'avez-vous fait tout cela quand vous étiez à Matignon entre 2017 et 2020 ? Et encore une fois, je crois qu'après 10 ans de macronisme, en 2027, si le macronisme tient jusque-là et si le président ne démissionne pas effectivement, les Français n'ont pas forcément envie de confier les clés du camion à l'un de ses barons ou à l'un de ses héritiers. Là, on sent que c'est l'halali, comme on dit en chasse. Alors, la chasse à court. La chasse à court. C'est vrai qu'il y a le bouquin de Blanquer, quand même, très, très à charge. Dit-on, un Gabriel Attal furieux de ne pas avoir été informé de la dissolution. Là, Édouard Philippe qui se positionne. On a coutume de dire qu'un président est seul, mais là, il est très très seul. Vous oubliez Bruno Le Maire qui annonce des mauvaises sur le déficit. Oui, un petit cadeau à son successeur. Voilà, un petit cadeau au successeur, mais qui dit aussi de l'héritage de celui d'Emmanuel Macron quand même. Donc ça sent la fin. Le fait est que quand même la dissolution et l'échec d'Emmanuel Macron a marqué la fin du macronisme et qu'aujourd'hui tous sont en train de se préparer. Moi, je dirais même pas, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais en réalité, ils ne se préparent pas à incarner la suite du macronisme, parce que je pense qu'ils ont plutôt intérêt à s'en distinguer et à critiquer, comme le fait Blanquer, comme le fait un peu finement Édouard Philippe, mais plutôt à revendiquer le leadership de la droite. À un moment donné, il va falloir que cette famille se reconstitue. Je ne cesse de le dire, et je l'ai dit plein de fois ici dans cette émission, mais il y a une forme d'hypocrisie à ne pas imaginer qu'aujourd'hui, le macronisme n'est pas soluble avec les Républicains. L'électorat des Républicains, il est parti chez Emmanuel Macron. Il va falloir qu'à un moment donné, les Républicains, ils réagissent. Enfin, je veux dire, soit ils font le pas, ils rejoignent Éric Ciotti comme il l'a fait en allant avec Marine Le Pen, soit ils reconnaissent que la ligne politique d'Emmanuel Macron et la leur, elle est quand même assez similaire. Et s'ils veulent reprendre le pouvoir, il va falloir qu'ils fassent quelque chose ensemble. Donc je dirais que Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, ils postulent tous à prendre le leadership et l'héritage de ce qui a été toujours... l'héritage, les ruines, ce qui reste, c'est les ruines du macronisme. En fait, après Macron, le macronisme n'existe pas. C'était une vraie question qu'on se posait, souvenez-vous, en 2017, parce que ça avait quand même constitué une petite révolution. C'était d'ailleurs le titre de son livre programmatique. On se demandait si les fleuves socialistes et républicains allaient regagner leur lit à la fin du macronisme et si le macronisme allait continuer à exister. Je crois qu'on a quand même un début de réponse assez clair. Et effectivement, cette dissolution, à 3 ans de l'échéance présidentielle, elle a accéléré la dissolution du président lui-même. On le voit, et c'est la raison pour laquelle j'expliquais tout à l'heure que son dernier pouvoir, son dernier petit pouvoir, la seule once de pouvoir qui lui reste, c'est la nomination du Premier ministre. Et donc, voilà pourquoi il en joue, voilà pourquoi il fait durer le plaisir. Mais je pense qu'il va avoir de grosses surprises, puisque le président jupitérien va devoir descendre de l'Olympe et composer avec un Premier ministre qui, vraisemblablement, va s'autonomiser, avec un Parlement qui lui sera soit vent debout, soit une majorité, ex-majorité, qui va elle aussi s'autonomiser, prendre ses distances. On a vu, je le disais, des députés extrêmement légalistes, légitimistes, jusqu'ici, qui étaient extrêmement durs. Je pense à quelqu'un comme Benjamin Haddad qui en juin expliquait que le président était fini, qu'il était mort. Je pense qu'il se prépare des jours assez compliqués. Le président, il va falloir qu'il change vraiment sa méthode et sa façon de présider. Il y a une chose qui me paraîtrait extrêmement grave et qui est de l'ordre de la probabilité, parce que c'est ce qu'on entend quand même depuis hier, c'est que si Xavier Bertrand devait être nommé à Matignon, y compris avec les réserves que le Rassemblement national a émises et donc du coup la possibilité de le renverser, il n'est pas improbable qu'il y ait des négociations en cours, et il est même sans doute probable qu'il y ait des négociations en cours, que le Rassemblement national mette un certain nombre de points sur la table qui permettraient au président de la République de ne pas avoir de censure de Xavier Bertrand. C'est-à-dire que si Xavier Bertrand s'engage... Ça a l'air de dire là. Attendez, si Xavier Bertrand s'engage à faire la réforme institutionnelle mettant le projet de proportionnel pour les élections législatives qui pourrait avoir lieu dans un an, mais le Rassemblement national, il
il achète tout de suite, je pense. Donc peut-être qu'il ne fera pas la censure, peut-être il votera contre, ou il s'abstiendra pour le vote des différentes lois, mais c'est possible qu'il y ait un accord. Ouais. Et donc ça voudrait quand même dire qu'on vient de faire le front républicain, le barrage républicain il y a quand même 2 mois, pour avoir Xavier Bertrand qui fait un pacte avec l'extrême droite, quand même, ce qui serait extrêmement grave. Xavier Bertrand, pourquoi il est allé chercher Xavier Bertrand? Je veux dire, le résultat quand même s'il n'y a pas de gagnant, enfin il y a un bloc arrivé en tête, mais ça voudrait dire qu'il pense, Emmanuel Macron, que la France est à droite, comme le dit Nicolas Sarkozy? Oui, comme le dit Nicolas Sarkozy. Parce qu'il compte les macronistes, l'extrême droite et les républicains. En tout cas, ce qui se dit dans l'entourage du président et dans le gouvernement démissionnaire, c'est qu'on envisageait plutôt un Premier ministre de centre-gauche, type Cazeneuve, ou un gouvernement de centre-droit, macroniste et droite. Ça aurait fait une espèce de patchwork un petit peu acceptable pour une coalition majoritaire. Bon, là encore, on voit que c'est construit sur du sable. Mais Xavier Bertrand, en réalité, effectivement, il faisait partie de la 4e force de l'Assemblée. Il n'incarne pas vraiment le nouveau monde. Je rappelle qu'il était ministre du Travail de Nicolas Sarkozy. Et puis, il n'est pas soutenu par sa propre formation, puisque Laurent Wauquiez, lui, a dit qu'il ne voulait pas participer au gouvernement. Oui, mais qui ne ferait pas de blocage. Mais c'est quand même un peu compliqué. J'en reviens au point de Pierre. C'est vrai que le Rassemblement national a expliqué depuis hier, officiellement, Jordan Bardella l'a dit, je crois, que si jamais la proportionnelle était dans le package, eh bien, il pouvait accepter de ne pas voter. Donc, en fait, l'arbitre, c'est le RN. Absolument. En tout cas, la proportionnelle, si on revient sur ce point, c'est un point qui satisfait tout le monde. Pas Édouard Philippe, puisqu'il dit dans son interview qu'il n'est pas d'accord et qu'il préfère le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Mais la proportionnelle, c'est quelque chose qui serait acceptable, je crois, pour toutes les formations. Et ça serait dans le maelstrom et le chaos actuel et le déchirement parlementaire et politique et partisan actuel. Ça serait peut-être le seul point sur lequel tous les partis pourraient se retrouver. Pas forcément, parce qu'en réalité, vous avez remarqué qu'avec cette assemblée tripartite, on a un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, mais on a le résultat que pourrait donner une proportionnelle avec une chambre ingouvernable. Et la proportionnelle, c'est ce qu'expliquent les constitutionnalistes. C'est un moyen, comme c'est le cas chez beaucoup de nos voisins européens, de pousser à des coalitions et de pousser à des gouvernements de compromis, ce qui n'est pas notre culture. Donc, c'est peut-être un moyen de changer la donne institutionnelle et politique. C'est pas forcément le sujet du jour, mais quand même, il faudra à un moment donné qu'on fasse le point sur Emmanuel Macron. Quand même, souvenez-vous, il choisit Catherine Vautrin et le lendemain, il finit par prendre le banc. Et aujourd'hui, on est passé de Xavier Bertrand à LR, un socialiste qui est M. Cazeneuve, en passant par Thierry Audet. Franchement, Gérard Majax, il n'y a pas de direction. Gérard Majax n'a plus de cours dans son sac. Merci beaucoup et à très vite sur France 24.